Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de L'ivresse livresque, la chronique littéraire de la scène littéraire en partenariat avec Slammer.ch dans le cadre de la présélection du prix Les Afriques 2020. On commence par une chronique du roman Rouge Impératrice de l'écrivaine camerounaise Leonora Miano, paru en 2019 chez Grasset à Paris. Cette chronique a été écrite par le poète, écrivain, sociologue, journaliste et professeur Ndongo-Mbaye. Entre la première phrase du livre, véritable plongée dans l'histoire amoureuse de Ilunga et Boya, debout à quelques mètres de la place Mantatizi, l'homme n'avait Dieu que pour la femme. Suivi de citations aussi fondamentales que celle de la grande écrivaine africaine-américaine Toni Morrison qui fait l'apologie du rêve. As you enter positions of trust and power, dream a little before you think. Puis celle d'un des pères du panafricanisme et combattant de la liberté de l'Afrique, Kwame Nkrumah. We face neither east nor west, we face forward, qui prône d'aller droit devant. Et la dernière phrase de ce long récit. Ce qui importait n'était pas la présence du précipice, mais le fait de l'enjamber ensemble et de trouver de l'autre côté la beauté qui leur était offerte. Il s'est déroulé plus de 600 pages. Leonora Miano avait-elle besoin de tant d'espace pour raconter une histoire? Le lecteur lambda ne sera-t-il pas rebuté par la longueur et l'abondance du récit et ira-t-il jusqu'au bout pour en goûter la substantifique sève? Ce roman est-il une saga, un roman épique? Une fresque d'anticipation, un remède aux crispations identitaires, une quête du vivre ensemble par-delà les pluralités et les singularités culturelles? La romancière nous raconte-t-elle une histoire d'amour, de pouvoir, de passerelle bien équilibrée entre la tradition et la modernité? Ou plutôt veut-elle nous relater des âmes sœurs, des puissances spirituelles? Ne serait-ce pas cette somme plurielle de perspectives et de possibilités qui donne à ce récit sa dimension colossale et monumentale? À moins qu'il faille aussi appréhender une approche sociologique et anthropologique qui annonce l'ouverture des portes d'autres domaines et manières de penser le réel et l'imaginaire. Ces batailles du début avaient celle de l'imaginaire, une reconquête du champ des possibles par la pensée. Sans oublier des excursions dans la politique, l'économique, l'éducation et les problèmes d'identité. Dans sa lecture, le roman de Leonora Miano se situe au XXIIe siècle, à Katiopa, symbole de la renaissance des nouveaux États africains réunis et prospères vivant en autarcie. Après deux Chimulenga, des luttes de libération, Ilunga, l'homme bleu en tout point, héros et chef de guerre, devient le chef d'État choisi par un conseil. De l'Europe effondrée au siècle précédent et minée par l'accueil de migrants incontrôlables, part une migration en sens inverse vers les colonies devenues puissantes. La troisième génération de ceux qu'on appelle les sinistrés devient inassimilable et dérangeante, créant presque une situation d'insurrection. Faut-il l'exterminer, l'expulser, lui donner des chances d'intégration? Le sort de l'État de Katiopa dépend de la résolution de ce problème. C'est alors que surgit la figure controversée de Boya Dishi, dite Boya, la femme rouge, telle sa peau, une intellectuelle intelligente, belle et fascinante qui aide les sinistrés dans leur combat. En réalité, Boya incarne la plénitude de la liberté de la femme, matrice de la terre-mère. Le monde émerge des ténèbres quand s'ouvre le sexe de la femme, dit la phrase rituelle citée par Boya. Cette même Boya qui n'avait pas le profil d'une deuxième épouse, encore moins celui d'une concubine, parce que femme de refus et d'insoumission. Quand Abalouza dit à Boya « Tu es une femme, c'est toi qui décides », elle la place au cœur de ses responsabilités car elle sait que ce n'est pas l'homme qui fait tourner la tête de la femme, mais l'inverse. À l'instar de la puissante Sangoma du chef de l'État Ndambezita, Boya, entre son appétence et son magnétisme, illustre à merveille le rôle important des femmes dont Ilunga connaît la valeur. N'est-ce pas lui qui pense de Boya? Il ne voulait pas posséder cette femme, il voulait être avec elle. Parce qu'il sait assurément que Boya ne peut en aucune façon accepter d'être une possession. Même l'intrigant Igazi, puissant chef d'état-major des armées et chargé de la sécurité intérieure, se méfie du pouvoir des femmes. La force des femmes devait être maîtrisée, dirigée selon la loi de la complémentarité asymétrique qui privilégie la volonté des hommes. Cependant, cette position de femme forte et déterminée n'empêche pas l'éclosion d'une romance de l'idylle entre la femme rouge et l'homme au souffle bleu. Leur relation est annoncée parce que prémonitoire, donc prévue par les divinations des kauris, des esprits et des étoiles, ce qui la rend encore plus mystique, plus forte et indestructible. À cette belle aventure amoureuse, le lecteur va très vite prendre goût, adhérer pour s'en délecter joyeusement dans une Afrique puissante, entre tradition et modernité, sagesse ancestrale, us et coutumes qui constituent sa force.
autant de richesses auxquelles l'Europe a hélas renoncé. Ilunga, c'est que cet amour perturbateur pour lui et pour les dignitaires de l'État, pour sa femme Sechamani, elle aussi un symbole fort de la femme libérée, jouissant de toute sa liberté sexuelle assumée, et sa servante Zama les dépasse. Tu sens cette force, n'est-ce pas? Elle n'est pas entre nous, c'est nous. Écrit dans un style captivant qui éclaire sa densité, sa puissance, sa complexité, le caractère foisonnant des thématiques, des questionnements et surtout l'ambition littéraire de l'auteur, ce roman développe d'autres sujets d'actualité, évoqués et portés par des personnages qui parlent une langue, créée de toutes pièces sur la base de plusieurs langues africaines. Ainsi, en dehors de la nécessité de cette unité linguistique tant prônée par le savant Cheikh Anta Diop, le récit pose les problèmes comme celui de la post-colonie, thème devenu récurrent dans les réflexions des intellectuels penseurs africains modernes, comme celui de ce monstre de la globalisation, de la mondialisation, à opposer à la mondialité de l'immense Édouard Glissant, père du tout-monde, dans son expression plus juste, plus éthique, plus inclusive. À l'Égypte anté-pharaonique et aux grandes figures historiques et contemporaines, Leonora Miano rendra hommage à travers les femmes déesses fortes comme Hathor et Sekhmet, et aux réalités de Kamit et Kemet, intercesseurs de la couleur noire. Dès lors vont défiler devant nos yeux Ndete Yala, reine intrépide du Wallo, les Candace, puissante reine de Meroé, Ré Amador, libérateur de Sao Tomé et Principe, Mnantatizi, chef du peuple Tlokwa, Julius Nyerere de Tanzanie, Dessalines, père de l'indépendance de Haïti, Samori Touré, roi du Wassoulou, opposant farouche à l'occupation coloniale en Afrique de l'Ouest, Uhuru Kenyatta, président du Kenya, Denis Mukwege, célèbre chirurgien congolais connu comme l'homme qui répare les femmes, est le personnage emblématique de la Grande Royale dans le roman classique de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. Et si la romancière invoque, évoque et convoque toutes ces figures du panthéon historique de l'Afrique, c'est pour construire un autre devenir, un autre destin pour ce continent. Il veut, dans la perspective d'un vouloir vivre ensemble absolu, abolir les barrières et les frontières qui empêchent l'unification et le développement. Elle sait que dans la mythologie égyptienne, le noir s'associait dans l'harmonie avec l'éclat et l'obscurité et les ténèbres fusionnaient avec la lumière. Et dans ce sens, la civilisation noire induisait des valeurs cardinales d'intégrité, d'honnêteté, de respect des responsabilités et des obligations, d'accomplissement de soi et de toute la communauté, d'élévation et de liberté. De ce lieu sacré devrait naître la vérité, la justice et l'équité. Leonora Miano est persuadée qu'au-delà du simple slogan de l'idéologie, un peuple est très fragile, et que pour le liquider, on commence par lui enlever la mémoire. On détruit ses livres, sa culture, son histoire, puis quelqu'un d'autre lui écrit d'autres livres, lui donne une autre culture, lui invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence à oublier ce qu'il est et ce qu'il était, et le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. N'est-ce pas Cheikh Anta Diop qui disait que pour anéantir et asservir un peuple, il faut juste lui enlever sa langue et sa culture? D'où le refus de l'ontologie victimaire de la peur et de la nostalgie comme espace d'inhumanité à habiter. En utilisant le mouvement inverse de l'immigration comme valeur positive et positivée de la construction nationale d'un Katiopa État d'Afrique unifié et prospère, Leonora Miano a fait preuve d'audace. Elle a osé poser les contours d'une problématique contemporaine et très actuelle dans un pays où le chef de l'État assume « Katiopa, tu l'aimes ou tu le quittes », nous rappelant par là le même slogan adressé à des immigrés par un président français. Dans l'écriture de ce roman, peu importe qu'on le qualifie de texte politique et de réflexion sur la conquête du pouvoir, de fresque amoureuse ou de fable ou conte poético-philosophique, l'écrivaine utilise toutes les ficelles en sa possession pour bâtir et asseoir un magnifique texte littéraire. Au-delà de sa clarté, ce roman addictif est écrit avec des descriptions d'un tel raffinement cru, notamment ces scènes érotiques qui reproduisent l'intensité et l'intégralité sexuelle de moments magiques où deux âmes enchantées se donnent entièrement comme dans un chant en chœur. Les mots décrivent des choses simples, naturelles, qui auraient pu être indécentes, tabous, alors qu'ici, elles sont rendues dans la plus jouissive générosité du corps et de l'esprit en offrande. En somme, les sujets embarrassants sont abordés sans aucune gêne, avec bon sens et intelligence du cœur. Avec ce roman, Leonora Miano signe une œuvre majeure comme en un concert, une symphonie, avec une écriture fondée sur la coutume populaire de l'art, de la maîtrise de la parole et de la musique, comme le griot allait l'apprendre dans les airs du grand parler de Kita et Kela dans le Mandé au Mali.
qui intègre harmonieusement les rythmes les plus inattendus et les rhapsodies propres au jazz, mais aussi au diéli de la geste épique orale, tel un texte poétique fondamental.